Bon, déjà, peut-être le cadre de l'intervention peut vous paraître limité sur les sportifs de haut niveau, mais ce que j'essaierai de faire, c'est vous montrer comment ce qu'on a essayé de mettre en place peut quelque part irradier sur l'ensemble de nos étudiants. Bien garder en tête que derrière, en toile de fond de cette présentation, ce qui nous anime, c'est la réussite de nos étudiants. Alors, la première chose, donc, moi j'appartiens au département STAPS, donc qui s'occupe des sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Naturellement, de par la thématique disciplinaire et aussi de par notre proximité géographique avec un CREPS à côté, on accueille un certain nombre de sportifs de haut niveau, un public particulier. Pour vous donner des chiffres, ça représente un peu plus, entre 10 et 15% de nos effectifs. Alors, je vais peut-être un peu au début vous présenter ce public particulier pour ensuite arriver sur le thème de l'innovation. Donc la première chose, c'est que ce public particulier, on a un devoir, théoriquement, de l'accueillir à l'université, de l'accueillir spécifiquement. Et ça a été récemment rappelé par une note de service qui demande d'améliorer la prise en charge de ce public. Alors, cette prise en charge, elle s'incarne dans ce que l'on appelle la notion de double projet, qui est d'une part, d'un côté, rechercher pour ces étudiants le meilleur niveau de pratique sportive, et également, en parallèle, de viser une réussite éducative et donc professionnelle. Cette notion de double projet, elle est importante, elle est peut-être un peu descriptive, mais comme on parlait un peu ce matin, je pense qu'elle est essentielle parce qu'on verra à la fin, le double projet, il faut que ça soit celui de l'étudiant sportif. Si c'est que le nôtre, on ne va pas vers la réussite. C'est un peu par rapport à la question ce matin. On peut mettre toutes les belles innovations qu'on veut en place, changer les rideaux de la fenêtre, etc. Si à un moment, ils n'ont pas envie de rentrer, ça ne marche pas, même si on essaye d'innover. Donc, très brièvement, qu'est-ce que c'est qu'un sportif de haut niveau? Vous en avez peut-être dans vos formations. Donc, ça répond à un cadre bien précis. C'est quelqu'un qui est placé sur une liste qui est publiée par le ministère de Jeunesse et Sport. Donc, il y a les vrais sportifs de haut niveau. Après, il y a aussi des partenaires d'entraînement. Ce sont des gens qui ont un niveau légèrement inférieur et qui font un peu des plastrons, qui aident à l'entraînement des meilleurs. Il y a également tous les sportifs qui sont dans ce qu'on appelle des pôles France ou des pôles Espoir ou dans les CREPS, hein, c'est notamment le cas à Font-Romeu, on a à la fois des pôles France et à la fois des sportifs en CREPS. Il y a également, c'est le cas à Perpignan, notamment avec l'USAP ou avec le club de basket, il y a tous les sportifs qui appartiennent à un centre de formation. Et enfin, ce fut le cas il y a quelques années, à ma connaissance on n'en a pas, mais il y a aussi tous les juges et arbitres qui font partie des sportifs de haut niveau. Donc ce sont des sportifs qui sont reconnus par l'État et à ce titre, on leur doit une prise en charge particulière. Ces sportifs, quel est leur quotidien? Bien, on peut dire que si vous suivez un petit peu l'actualité sportive, on va dire que l'élévation de la concurrence sportive s'est largement accrue ces dernières années, qui a contraint par exemple en France à durcir les règles de qualification pour à un moment une question de rentabilité, se poser la question est-ce qu'on envoie un sportif à chaque championnat ou est-ce qu'on espère qu'il va faire une médaille? Donc en gros, ces deux faits-là, la concurrence internationale plus l'élévation des règles françaises, a encore augmenté ce que j'ai appelé les contraintes sportives sur ce public particulier. Je vais vous laisser 3-4 minutes écouter le témoignage d'un sportif de haut niveau. Donc, je vous ai brièvement situé le cadre ici. Donc, il a 22 ans, il est en deuxième année de STAPS. Et il était il y a quelques mois encore donc, aux Jeux Olympiques où il a terminé 8e, donc pas de médaille. Et il va brièvement... Ah, attendez, il faut que je mette le son par contre. Hop. Ça va sortir le son? Je ne sais pas si ça va sortir, Marc. Hop. J'ai pris un risque, j'ai voulu oser, j'ai voulu faire de la vidéo. Et
j'ai pas réfléchi aux structures. Bonjour Sébastien, tout d'abord merci de nous accorder ces quelques instants. Ma première question, pourrais-tu me donner un aperçu de ta vie de sportif de haut niveau? Bonjour Monsieur Rage, alors un aperçu de ma vie de sportif de haut niveau, je commencerai par dire que je m'entraîne à Font-Romeu, donc loin de chez moi. Lorsqu'on est amené à rentrer dans un nouveau centre d'entraînement, il y a beaucoup d'adaptations à avoir sur deux points de vue, déjà sur l'appartement et sur l'environnement, il faut retrouver tout ça, et sur les infrastructures avec lesquelles on peut s'entraîner. Donc pour nous, ce sera la patinoire, salle de musculation, le médical en fait partie aussi. C'est des choses qu'il faut réapprendre à gérer et se réapproprier. Pour la suite, alors, pour l'entraînement à proprement parler, je dirais que l'entraînement ne suffit pas pour faire du haut niveau. Alors évidemment, il est indispensable pour pouvoir progresser, mais on ne peut pas s'arrêter uniquement à l'entraînement. Il n'y a pas que cette dimension physique qui entre en jeu de l'entraînement. Pour pouvoir être performant et prétendre à faire du haut niveau avec des performances, il faut consacrer du temps à l'échauffement pour pouvoir être performant sur la glace. Donc c'est des temps qu'il faut prendre en compte. Après les entraînements, il faut prendre en compte aussi les phases de récupération. Donc ça passe par de la récupération active avec de la course ou du vélo, du stretch, mais aussi avec de l'alimentation. Il ne faut pas manger tout le temps n'importe quoi, faire attention à ce qu'on mange pour bien récupérer, les manger au bon moment, etc. Par les phases de sommeil, parce que mine de rien, c'est aussi comme ça qu'on récupère le mieux en dormant. Je pense qu'en s'entraînant 2 fois par jour, la sieste est presque indispensable pour pouvoir récupérer correctement un cycle de bonne nuit entre deux journées. Au-delà de ça, il faut prendre en compte l'aspect médical. C'est important de prendre les choses très tôt. Aller chez le médecin, chez le kiné, dès qu'on a des petits trucs, c'est des choses qui prennent du temps, qu'il faut régler vite pour ne pas être pénalisé par la suite et se retrouver avec des gros pépins qui vont nous pénaliser pour l'entraînement. Seconde question, Sébastien, qu'en est-il plus précisément de la difficulté à concilier sport de haut niveau et études universitaires? Alors, concilier sport de haut niveau et études universitaires, c'est parfois très, très difficile, effectivement. Ne serait-ce que par l'emploi du temps qu'on peut avoir au jour le jour entre les entraînements et les cours. On ne peut pas forcément pas avoir le même emploi du temps scolaire qu'un étudiant lambda qui ne fait que ça, puisque voilà, on s'entraîne entre 4, 5, 6 heures parfois par jour entre les entraînements sur glace, les entraînements en classe. On passe beaucoup de temps à l'entraînement, avec ce que je disais avant, les temps d'échauffement, les temps de récupération, etc. C'est des choses qui nous demandent beaucoup de temps. Donc, quand on a la possibilité sur les TD de pouvoir les placer comme on veut, c'est déjà un avantage. On essaye de mettre ça dans les trous qu'on a entre deux entraînements, en fin de journée, etc. Sur les cours magistraux, c'est beaucoup plus difficile. Ils sont placés à certaines heures. Si on est à l'entraînement, on ne peut pas y aller. Donc, sur l'aspect quotidien, il y a déjà tous les cours auxquels on ne peut pas assister qu'il faut rattraper. En plus de déjà ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on fait en cours. Donc c'est déjà pas évident, mais je pense pas que ce soit ce qui est le plus difficile. Le plus dur arrive après, c'est-à-dire qu'on part beaucoup en compétition à l'étranger. On a 6 coupes du monde par an, c'est-à-dire 3 déplacements de 15 jours. Un championnat d'Europe, un déplacement de 12 semaines, et un championnat du monde, un déplacement de 12 semaines. C'est beaucoup de voyages, souvent de décalage horaire qu'il faut assumer. C'est-à-dire que quand on arrive au mois de septembre et qu'on commence l'école, les premières semaines ne sont pas si difficiles que ça, puisqu'on arrive encore à gérer entraînement et études, tant bien que mal, mais on arrive à le gérer. Le problème se pose dès lors où on part en compétition. La plupart du temps, c'est loin. Quand on arrive avec des gros décalages horaires, quand on arrive, on n'a pas spécialement travaillé, de regarder les cours qu'il y a sur internet, demander aux copains de récupérer un cours ou un autre. Il faut rester concentré sur l'objectif qui va être de récupérer au plus vite de ce décalage horaire
grosse partie, on comprend parfois beaucoup moins bien les choses. C'est très difficile, donc on part une fois, on revient, c'est dur, on part une deuxième fois, on revient, c'est très très dur. Donc c'est quasiment ingérable de valider comme un étudiant lambda, une année par une année, avec les entraînements qu'on a. On s'entraîne 5-6 heures par jour, 5 jours sur 7, on a 2 fois une demi-journée de repos dans la semaine, plus le dimanche. Ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et pendant ce temps-là, on ne peut pas se consacrer aux études, récupérer les cours, etc. C'est vrai que c'est très difficile. Bien, je ne sais pas si c'est très, très audible. Brièvement, pour essayer d'écrire un petit peu leur quotidien, il vous l'a dit, c'est minimum 2 entraînements par jour. C'est plusieurs stages dans l'année, c'est des compétitions à l'étranger, c'est parfois des sollicitations de sponsors ou par la presse qui occupent bien leur journée. Les nombreux déplacements, qui ne sont pas seulement le temps de déplacement, mais qui demandent ensuite de récupérer des décalages horaires, etc. Et puis, comme ils vous ont dit, en dehors du visible, le temps qui passe sur la glace ou dans les salles de muscu, il faut aussi récupérer, se soigner et avoir une diététique correcte. Donc, naturellement, ça nécessite un certain nombre d'aménagements que vous connaissez, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Donc, il a dit, il n'y a pas de groupe de TD, ils vont t'aider quand ils veulent, quand ils peuvent. Quand ils ne sont pas là pendant les examens, on fait des sessions de substitution. Bien sûr, mais maintenant c'est le cas pour tout le monde, ils ont le droit de doubler autant qu'ils veulent. Et puis, on essaye de mettre en place des parrains, un référent enseignant, du tutorat avec les collègues qui veulent bien en faire. Mais au-delà de ces mesures classiques, c'est peut-être là que la thématique de l'innovation prend du sens et ça fait quelques années qu'on essaye de s'inscrire modestement dans ce dispositif. Avec donc une contrainte bien particulière, c'est que si vous avez calculé les Coupes du Monde, les déplacements, ils ont en gros 15 semaines sur 25 semaines universitaires où ils ne sont pas là. Plus les semaines où ils reviennent, où ils sont en décalage, etc. Donc la particularité, c'est qu'il faut qu'on arrive à les maintenir dans les cours alors qu'ils sont physiquement très peu présents. Donc par rapport aux outils décrits un peu ce matin, on essaye, nous, alors c'est pas de la formation ouverte à distance, mais on essaye de multiplier des outils pour leur permettre de ne pas décrocher et voire de réussir. Donc le premier outil, vous le connaissez tous, c'est l'ENT. Donc le premier dispositif, c'est qu'on a un espace de travail sur l'ENT qui est réservé à tous les sportifs de haut niveau, qui reprend la structure de nos maquettes et dans lequel, la structure des maquettes est ici, donc des années, puis ensuite des maquettes. Et à l'intérieur, on met un certain nombre à minima de supports de cours, tous les polycopiés distribués, après parfois les PowerPoint utilisés par les collègues, et puis éventuellement pour les collègues qui jouent plus le jeu, l'intégralité des cours mis à disposition sur cet espace qui est un espace privé. Donc ça, c'est un premier dispositif. Le deuxième, c'est que l'ENT nous sert aussi d'organe de liaison. C'est-à-dire qu'on a, donc dans la cellule au niveau, dans l'espace de travail, on a un répertoire calendrier dans lequel, dès qu'il y a des tutorats qui sont organisés, il y a un fichier qui est mis, donc ils peuvent se tenir au courant de tout ce qui est fait autour de ça. Et puis également, ici, puisque c'est une question qui revient souvent, on a donc un répertoire qui compile les annales, donc les questions types posées par les examens chaque année, qui leur permet peut-être de cibler un peu plus leur travail. Donc ça, c'est un premier outil qui est un outil interne qui ne coûte pas très très cher. Il y a quelques soucis puisqu'on a une espèce de contrat moral, ils ne doivent pas diffuser les informations qu'il y a là-dessus. Des fois, on a certains collègues qui retrouvent leurs cours mis pour les SHL dans toute la promo, donc bon, ça grince un peu, on essaye de s'organiser. Le deuxième outil vers lequel on les oriente et que je voulais vous présenter, mais que vous connaissez peut-être, ce sont les UNT, donc les universités numériques thématiques. Donc là, j'ai mis toutes celles qu'il y a. Vous voyez, il y aura certainement celle à laquelle votre champ disciplinaire appartient. Nous, la nôtre, c'est la dernière, c'est santé et sport.
Et donc ces universités numériques, eh ben, c'est un petit peu la même chose que l'ENT, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire, c'est créé par l'État, et donc ça combine un certain nombre de ressources créées par des spécialistes du champ qui mettent à disposition des cours. Donc c'est intéressant parce que vous n'avez pas à créer peut-être le cours, il est déjà créé par une autre université et mis à disposition. Donc on va avancer un petit peu dans la nôtre. Vous voyez, donc là, alors, nous c'est compliqué parce qu'au sein de la nôtre qui s'appelle l'UNF3S, il y a celle des sciences du sport qui s'appelle l'UV2S, donc là vous avez le portail, on arrive dessus et on va dans ressources pédagogiques. Ici on trouve un certain nombre de cours. Là je vous ai mis un exemple de cours développé donc par Lyon, qui est en avance au moins dans notre domaine et dans celui de la santé. C'est un cours donc qui fait la même chose que nous, les cours d'anatomie, avec des supports très intéressants. Il y a des vidéos, il y a du flash, il y a du PDF, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, sauf si vous voulez, mais vous rentrez, vous avez, ici c'est marqué, membre inférieur, etc. Vous avez tous les os. Pour certains, vous pouvez les faire tourner pour regarder les différentes organisations. Voilà. Donc ça, en accès gratuit pour tout le monde. En accès gratuit, je vais y revenir, et puis même, je ne veux pas paraître vénal, mais c'est très intéressant parce que vous pouvez être acteur, vous, dans ces ressources, c'est-à-dire c'est des appels à projets, répondre aux appels à projets, proposer un cours, et ces cours sont financés. C'est-à-dire que vous êtes rémunéré pour créer ces cours en échange justement de la gratuité et de la mise à disposition, vous cédez vos droits. Mais ça peut être intéressant, ce sont des chiffres non négligeables. Hein. Là, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, celui-là, hein, celui que vous avez devant vous, Anatomie 3D. Bon, il ne s'est pas fait non plus en un jour, hein, mais ça peut financer beaucoup de choses. Hein. Je pense que vous le connaissez. C'est l'ICAPS, enfin, entre autres, qui a évolué. Hein. Mais bon, voilà, ça, ce sont des ressources externes. Bon, entre l'ENT et ces ressources externes, eh bien, il y a peut-être une veille pédagogique qu'on peut avoir. Il y a des multitudes de collègues qui ont des blogs, qui ont des sites, etc. et qui mettent des choses généreusement. Donc on a un travail de veille aussi et essayer de compiler un petit peu tous ces sites et construire une banque de sites pour nos étudiants, pour les aider. Donc ici, eh bien, c'est un deuxième exemple. Alors, vous reconnaissez nos logos. Donc nous avons, construit un cours, donc c'est bien particulier, hein, c'est sur la course d'orientation, c'est peut-être pas très scientifique, mais ça fait partie de nos parcours, l'enseignement. Et donc nous avons produit une ressource qui a été financée et qui aujourd'hui donc est un support créé par le STAPS et utilisé par les étudiants. Donc vous voyez là, il a été fait au début pour pallier aux étudiants qui n'étaient pas présents, mais à partir du moment où il est public, je m'en sers moi comme support interactif avec les étudiants. J'ai tenté à partir de ce cours de faire une classe inversée et je suis tombé un peu sur les problèmes qu'on a évoqués ce matin. Ça s'adresse à des L1 et bon, peut-être novices dans la classe inversée et peut-être eux aussi pas habitués culturellement, ça marche très moyennement. Hein. La classe inversée suppose qu'ils vont quand même saisir la ressource, travailler dessus, et puis après, s'ils n'y vont pas, c'est sûr que ça fait un peu un flop dans la classe. Mais au moins, le support est là, et peut-être qu'on va tous mûrir ensemble avec les étudiants, et que ça ira mieux dans le futur. Ce cours que vous avez vu, là, il a été créé avec ce qu'on appelle une chaîne éditoriale. Donc là aussi, peut-être vous connaissez, mais je le présente parce que ça me semble un bon compromis d'innovation. Les chaînes éditoriales vous permettent de faire des sites, mais des sites peut-être plus pédagogiques, plus pour les enseignants. Une chaîne éditoriale va quelque part structurer, enfin, va faire un site structuré comme un cours. Donc c'est un gros avantage pour nous. L'autre gros avantage, c'est que depuis peu, eh bien, nous avons, Bertrand ne me corrigera pas, je pense, nous avons au sein de Platinium, nous avons désormais au moins une spécialiste de ces chaînes éditoriales. Et je pense que si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup d'aller voir, parce que c'est un site. Peut-être deux, j'en sais rien. J'ai fait un impair, c'est ça? Mais peut-être pas assez bien le service, c'est encore pas monté à fond rebond. Non, non. Mais voilà, donc
c'est pour vous dire que c'est moins complexe que le langage HTML, construire un site, etc. Et par contre, ça répond bien à nos soucis, c'est-à-dire qu'on a un cours, il y a des objectifs, il y a le cours, il y a la partie théorique, il y a des exercices à l'intérieur, il y a des quiz, il y a des questions ouvertes, etc. etc. Donc, quelque part, tant sur le versant, je dirais, cours magistral, puis peut-être un peu TD, bon, c'est une interactivité médiée, mais bon, voilà, ça peut résoudre. Et donc là, on est en train de, toujours avec l'UV2S, de construire eh bien, une suite, parce que je pense qu'il est très important dans ces dispositifs à distance, de ne pas rester sur la dimension magistrale, informative, et de proposer aussi aux étudiants, notamment à distance, des outils pour se tester. Une évaluation un peu formative. Alors bien sûr c'est limité, c'est des QCM, c'est des associations, hein, c'est pas forcément des questions ouvertes, etc. Mais je pense qu'il y a un complément au site, etc. Il faut utiliser les possibilités ouvertes par le numérique et par les quiz qui dépassent le simple QCM, les quiz. Hein. Ça permet aux étudiants de se tester, ils apprennent quelque chose, ils vont voir ce qu'ils en ont retenu. S'ils font l'effort d'aller dans les annales, ils vont peut-être voir que ça nourrit aussi leur révision, etc. Voilà un petit peu ce que nous on a mis en place, ça reste modeste. Modestie aussi sur l'impact en termes de réussite, hein, sur je vous disais, les 30-35 étudiants qu'on a en première année sur 240, c'est pas 100% de réussite avec les sportifs de haut niveau. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au-delà de ces outils, quand bien même ils seraient très élaborés, je pense qu'il y a un vrai travail de nature humaine, de nature psychologique, pour qu'ils fassent de ce double projet leur projet. Et c'est à ce compte-là qu'ils vont ouvrir la porte qu'on a créée pour eux, et c'est à ce compte-là. Donc c'est vrai que, comme on disait ce matin, il y a une partie adhésion du public, une partie psychologique, qui, voilà, ce matin on disait, il ne suffit pas de faire la technologie pour innover, il ne suffit pas d'innover non plus pour qu'eux adhèrent. C'est un peu une limite, je pense que c'est un peu le défi qu'on doit faire. C'est pas toujours facile avec ce public. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps, dépassé le temps. Si vous voulez plus de détails, voir les chaînes éditoriales, si vous le souhaitez, il y a le lien là, sur PowerPoint, on peut aller voir. Bon, voilà.